dirais tout d'abord qu'Arnaud Gacha est avant tout un citoyen engagé, un citoyen engagé dans un pays qu'il aime, qui est la France, son pays, un citoyen qui a des origines multiples, puisqu'une partie de mes origines trouve leur source dans le continent africain. Et cet engagement m'a amené, je dirais presque naturellement, à devenir un élu de la République française. Devenant conseiller de Paris dans le 9e arrondissement, puis en étant élu maire adjoint en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie, j'ai finalement continué cet engagement, mais en devenant un élu de la République française et en portant ailleurs et autrement, au sein de nos institutions, les combats qui étaient les miens, qui sont des combats qui reposent sur l'égalité, qui sont des combats qui reposent sur la défense des valeurs démocratiques. Ce sont des combats qui reposent sur la défense et la promotion du vivre ensemble, de la diversité, je dirais même de l'égalité, de l'équité. Et enfin, sur des combats qui reposent également sur une justice sociale. Voilà, en quelques mots, ce qui pourrait me définir. Mais je l'ai déjà un peu abordé dans cette première question. Mon rendez-vous avec la politique est un rendez-vous qui s'est fait un peu par hasard. J'avais, il y a maintenant 6 ans, eu cette expérience en cabinet ministériel puisque j'étais le conseiller en communication, stratégie, lutte contre les discriminations de la ministre des Sports, Laura Flessel. Et lors de cette année au cabinet de la ministre des Sports, j'ai notamment participé à la formidable aventure de la désignation de la France comme organisatrice des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et à cette occasion, j'ai croisé souvent la maire de Paris dans un certain nombre de réunions de préparation. Et au bout d'un an, j'avais décidé de revenir dans ma vie professionnelle, puisque je suis un homme qui a une vie professionnelle, je suis un professionnel des médias. J'avais donc décidé de revenir dans mon activité professionnelle. Et le hasard, parce que je dirais presque vraiment ça a été le hasard, et on s'est retrouvé avec la maire de Paris un peu par hasard à se parler longuement, à un moment où elle s'interrogeait sur le renouvellement qu'elle allait donner à son mandat. À l'époque, elle était un peu en fin de mandat, de son premier mandat de maire. Nous avons une discussion à bâton rompu, je la connaissais assez peu, et je lui ai dit ce que je ressentais de son action, d'elle, de ses prises de position. Et il y a une rencontre humaine, moi, dans ma vie, dans les différentes étapes qui ont été la mienne, mais je pense que c'est pour beaucoup de gens pareil, ce sont des rencontres humaines qui vous marquent. Et il y a une rencontre avec Anne Hidalgo, alors maire de Paris, qui l'est toujours d'ailleurs, et nous avons entamé une relation, je dirais, d'échange, une relation qui petit à petit était une relation aussi qui est une relation de confiance, qui l'a amené un jour à m'appeler et à me proposer de m'engager dans sa campagne de réélection pour la mairie de Paris. C'était un peu une surprise totale pour moi parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qu'elle me propose d'être élue. Je n'y avais jamais vraiment pensé, même si évidemment mes différents engagements citoyens, je l'ai dit au début, notamment à travers un certain nombre d'actions dans des clubs tels que le club du XXIe siècle, le club Averroès, qui avait pour objet de lutter pour une meilleure représentation de la diversité dans la société française, mon engagement au Conseil à l'intégration, mon engagement après dans le cabinet de Laura Flessel, fait que j'avais une connaissance quand même de ce qu'était la politique et la vie politique. Mais c'est d'autres chose d'être élu et de s'engager politiquement, de faire une campagne électorale, et d'autant plus que la maire de Paris me proposait d'être candidat pour être maire dans un arrondissement parisien. Donc c'était totalement nouveau.
J'ai eu très très peur, j'ai mis un mois avant de me décider et j'ai sauté le pas pour toutes les raisons que j'ai expliquées un peu plus en amont, qui était finalement, en y réfléchissant, une logique de tout ce parcours et aussi par rapport à mon histoire personnelle, familiale. Et il m'a semblé important que je m'engage à ce moment-là et je voulais le faire en plus auprès d'Anne Hidalgo parce que la campagne qu'elle mettait en place correspondait aux valeurs qui étaient les miennes et humainement je me retrouvais en elle. Alors c'est difficile de répondre à cette question. C'est un sentiment qui est mêlé. Parfois, je ne suis pas encore arrivé au moment où on jette un regard vraiment complet sur son parcours, parce qu'il me reste encore des années à accomplir. Mais ce qui est sûr, c'est que je commence à voir qu'il y a une ligne qui se dessine, et cette ligne qui se dessine dans des expériences qui sont multiples, parce que j'ai travaillé dans les médias, dans les différents supports, presse écrite, télévision, j'ai réalisé des documentaires, j'ai également produit des émissions de télévision, j'ai dirigé des équipes au sein de chaînes de télévision, j'ai été conseiller ministériel dans un cabinet, maintenant élu. Donc finalement, des métiers très différents, des engagements différents. Mais la ligne rouge, ça a toujours été de faire mes choix en fonction justement des engagements qui étaient les miens. Je n'ai pas fait de la télévision pour gagner beaucoup d'argent. J'ai toujours fait des choix dans les médias qui étaient des choix de contenu. J'ai été directeur de la culture, j'ai dirigé des documentaires, j'ai réalisé un documentaire politique sur l'identité noire en France. Donc j'ai été conseiller ministériel dans un ministère. Aujourd'hui, je suis élu. Finalement, le service public, puisque dans les médias, principalement, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans l'audiovisuel public. Le service public est un peu cette ligne qui me guide. Et je suis un enfant du service public, quelque part, parce que ma mère était institutrice, mon père directeur d'hôpital. Donc j'ai été élevé dans cet engagement envers le service public, envers les Français. Et je pense que c'est ça qui guide mes choix. C'est un engagement pour le service public, dans le service public et donc au service de mon pays. Quand on s'engage dans une fonction élective et qu'ensuite on exerce cette fonction élective, c'est très important de rester fidèle à ses convictions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'emparer de dossiers auxquels on croit. Bon, moi j'avais discuté avec la maire de Paris dès qu'elle m'a dit qu'elle voulait que je sois son adjoint aux relations internationales, à l'Europe et à la francophonie, des grands axes qui étaient les miens. Et il se trouvait qu'ils étaient proches des siens, ça tombait bien. Et notamment l'Afrique était au cœur de ma stratégie à l'international. Pas uniquement parce que j'ai cette histoire qui me lie au continent africain, mais parce que se joue une partie de l'avenir du monde en Afrique, une partie de notre relation aussi. Je parle de la France et de son développement est liée au développement du continent africain. Et donc il faut avoir une ligne, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on veut dire. Pareil en Europe, avec la mer, nous partageons cette même vision, d'être dans un engagement pro-européen, d'être dans un engagement qui défend les valeurs de l'Europe, notamment les valeurs démocratiques, ce qui explique notre engagement, notamment nos soutiens très très forts aux Ukrainiens qui sont agressés par les armées du président Poutine, mais également notre engagement vis-à-vis de l'Arménie dans le Caucase, également attaqué par les troupes azerbaïdjanaises. Donc nous avons vraiment des engagements très très forts au cœur de nos actions. Je crois que ça c'est indispensable comme levier. Puis après on s'appuie évidemment sur une organisation. J'ai la chance à l'hôtel de ville d'avoir des collaborateurs sur lesquels je peux m'appuyer, une administration sur laquelle je peux m'appuyer, et puis évidemment la notoriété, l'aura de la maire de Paris et qui à l'international est très très fort. Je sauterai une dernière cause qui nous tient très à cœur avec la maire, c'est évidemment la cause sur la protection et la lutte
contre le réchauffement climatique, donc et la protection de l'environnement, pardon, qui est vraiment au cœur de l'action internationale de la ville de Paris. Là encore, ce sont des convictions fortes qui mènent la maire de Paris à agir pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je partage très fortement ces convictions, notamment à travers cette initiative de Paris pour la protection des forêts d'Afrique centrale que j'ai voulu mettre en œuvre à Paris. J'ai créé cet événement et j'en suis très très fier. Je l'espère, c'est très difficile aujourd'hui de projeter le monde dans lequel nous serons demain. On voit bien qu'on est à la fin d'un système. Je ne dirais pas qu'on est à la fin du multilatéralisme, mais en tout cas, on est dans une redéfinition des relations internationales. Et une nouvelle ère s'ouvre avec notamment l'existence de grands empires régionaux qui à nouveau existent, pèsent dans les différentes régions du monde. Il reste une grande puissance aujourd'hui qui est la puissance américaine, mais on voit bien qu'aussi il y a eu des choix faits par les États-Unis d'être moins présents dans une partie du monde, on l'a vu avec leur retrait notamment d'Afghanistan. Et donc voilà, je le disais, il y a le continent, l'émergence du continent africain, l'Inde, évidemment la Chine, la Turquie, évidemment aussi l'émergence de la puissance en Indo-Pacifique, l'émergence d'un certain nombre de pays dans le Moyen-Orient. On voit le rôle de plus en plus important que joue par exemple un État comme les Émirats Arabes Unis. Et donc, on voit bien, le monde est en train de totalement changer, de se réorganiser. Comment cela va se poser on ne le sait pas. Évidemment, je ne peux pas aborder cette question-là sans parler de l'Europe, puisque l'Europe, en tant que puissance, évidemment, européenne, est questionnée avec cette guerre en Ukraine. Comment l'Europe va rester solidaire pour traverser cette crise. Et là-dedans, évidemment, le rôle de mon pays, de la France. La France est un grand pays à travers le monde, grand pays parce qu'elle a des valeurs universelles qu'elle défend à travers le monde, parce que c'est aussi une puissance nucléaire, et donc un pays qui, à travers le fait qu'elle détienne l'arme atomique, a un rôle particulier, notamment sur le continent européen, mais pas que. Et donc, il y a aussi cette place de l'Europe et dedans de la France qui se joue dans cette recomposition mondiale. Le rôle de la France aussi avec une partie de ses anciennes colonies, notamment sur le continent africain. On voit bien qu'il y a un questionnement, il y a une nouvelle approche dans ces relations internationales. L'émergence de la diplomatie des villes, parce qu'il faut en parler. La diplomatie des villes, c'est un concept un peu nouveau qui a émergé dans les 10 dernières années fortement, avec le rôle des villes sur un certain nombre de sujets. Je parlais du sujet écologique notamment, de la transition écologique, où on voit bien que les villes qui regroupent beaucoup d'individus, qui sont des puissances économiques, des puissances culturelles, comptent aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, le sujet écologique, mais pas que, le sujet des droits humains. Il y a aussi un sujet de coopération, d'aide à l'international. Nous, Paris, nous sommes la première ville d'aide et de coopération à l'international, et ça compte beaucoup. Tous les programmes que nous menons pour aider au développement, notamment sur le continent africain, mais pas que, en Asie également. Et aussi tous ces accords de ville à ville que nous nouons. En ce moment, nous venons de recélébrer le jumelage historique que nous avons avec la ville de Rome, qui est la seule ville avec qui Paris est jumelé, et cela s'inscrit dans ce traité du Quirinal qui a été renégocié entre la France et l'Italie. Nous sommes aussi dans la 35e année du traité d'amitié entre Paris et Berlin, et ce traité d'amitié entre Paris et Berlin qui retrouve une force importante et s'inscrit aussi dans cette relation très forte entre la France et l'Allemagne. Donc on voit, la recomposition mondiale est en cours, chacun s'efforce de jouer son rôle, et je ne peux pas prédire ce
quelle sera exactement cette recomposition mondiale, mais en tout cas, Paris compte jouer son rôle et apporter à la France sa contribution pour que Paris reste une grande nation à l'international. Oui, évidemment, l'inclusion, je l'ai dit, mon histoire est liée de toute façon à mon engagement, mon parcours. Je le disais, je suis impliqué très tôt sur l'émergence de la question de la représentation de la diversité, notamment après les émeutes de banlieue qui avaient éclaté en France. Ça paraissait essentiel dans un grand pays qui est la France, qui est un pays très complexe au niveau de sa démographie, au niveau de sa composition, puisqu'elle est le fruit de la richesse de cette histoire coloniale, et esclavagiste aussi, puisque la France a eu aussi un passé esclavagiste. Et donc c'est un pays très multiple, et qui a quand même, on le sait, un certain nombre de difficultés à intégrer cette diversité dans la composante de ces sphères et des différentes strates qui composent la société française. Donc c'était ce qui m'a amené à m'engager et aussi à réaliser ce film parce que je voulais comprendre cette idée de communauté noire. Est-ce qu'il y avait une communauté noire en France? J'ai répondu par la négative parce qu'il n'y a pas de communauté noire au sens où on entend une communauté noire américaine qui est basée principalement autour de la question de l'esclavage. La question des Noirs de France est beaucoup plus complexe entre, je le disais, l'héritage lié à l'esclavage et l'héritage lié à la période coloniale, mais il y a cette question des discriminations, des rejets, de la difficulté à percer le plafond de verre. Donc voilà, c'est tout ça qui est en jeu, en place. Je note que dans la sphère publique, et notamment ces dernières années, aussi bien au niveau national que local, une avancée. On le voit au sein du gouvernement, des personnalités comme Pape Ndiaye, je citerai Pape Ndiaye qui est en ce moment ministre de l'Éducation nationale, l'émergence, toute modestie gardée, de personnalités comme la mienne au niveau local, en tant qu'adjoint international de la première ville de France, sur un poste de rayonnement, mais aussi le nombre de députés, le nombre d'élus locaux, on revient à eux, le nombre aussi aujourd'hui de sénateurs, il y en a issus de la diversité et de plus en plus important. Donc on voit que la sphère publique est en train finalement de ressembler de plus en plus à ce qu'est la France. Cela va de pair évidemment avec aussi une féminisation des fonctions et la part de plus en plus importante des femmes à des postes très importants, la première ministre aujourd'hui étant une femme. Mais je note néanmoins que cela n'est pas du tout le cas dans d'autres milieux. Je parlerai du milieu des médias que je connais bien, qui est encore extrêmement en retard, que ce soit au niveau de la représentation à l'antenne et évidemment du management, où évidemment il y a un vrai plafond de verre. Les postes à responsabilité sont uniquement détenus par les mêmes profils. Je note également, puisque mes différentes fonctions m'amènent à rencontrer énormément de responsables de haut niveau, que c'est la même chose dans le milieu des affaires notamment. On retrouve une forme d'endogamie, de difficulté à s'ouvrir, justement à être dans cette richesse, de rechercher une richesse et une diversité, parfois une paresse des élites françaises, des leaders, pour finalement s'entourer de profils identiques aux leurs. Donc le chemin n'est pas terminé, il faut continuer à combattre. De toute façon, quand on est une minorité quelque part, on sait que ce n'est jamais gagné. Tout peut être remis en cause, il faut toujours être en alerte dans le combat. Quand je dis le combat, c'est pas de l'agressivité. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui a eu une démarche agressive. J'aime mon pays, je sais que c'est extrêmement complexe, une société. La France est un pays complexe aussi. Et donc il faut aussi comprendre les ressorts historiques, psychologiques, sociaux de ce pays et avancer avec. Mais je suis sûr que plus il y aura des gens engagés et plus la sphère publique va intégrer cette diversité, plus les autres secteurs vont s'ouvrir.
C'est une question de temps, mais maintenant le chemin est ouvert. Et je suis sûr qu'à l'avenir, la France et la jeunesse française sera vraiment représentative de la réalité de la société française dans l'exercice des différentes fonctions que l'on peut retrouver dans ce pays. Évidemment, le sport est un levier le sport est un levier de développement inclusif extrêmement important. Je le disais, quand j'étais au ministère des Sports, j'étais conseiller de communication, stratégie et lutte contre les discriminations. Et donc j'ai pu voir l'importance du sport. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, un geste de Kylian Mbappé vaut tous les gestes, sans doute, des hommes politiques français, en dehors peut-être de celui du président de la République française. Je veux dire, Kylian Mbappé est suivi par des millions de Français et des millions d'individus à travers le monde. Donc je cite lui, mais je pourrais citer d'autres grandes stars du sport. Donc oui, le sport est un objet, est un milieu d'inclusion, et lorsque les sportifs font preuve d'avancée dans un certain nombre de domaines, ils arrivent à faire passer des messages, surtout auprès parfois de populations ou de segments de population qui sont peut-être plus hermétiques au discours institutionnel, parce que notamment les plus jeunes, un certain nombre de jeunes issus de cette diversité dont je parlais, qui rejettent finalement les discours institutionnels ou de ceux qui sont institutionnels en disant ces gens ne me ressemblent pas, je ne me reconnais pas en eux ni en leur discours, évidemment sont plus sensibles au discours de leurs champions, de ceux qu'ils idolâtrent et dont ils rêvent un jour de prendre la place. Donc c'est indispensable que les grands champions s'engagent. Un certain nombre le font. Quand j'étais au ministère des Sports, j'avais notamment eu la chance de pouvoir faire une grande campagne de lutte contre les discriminations dans le sport, qui s'appelait Execo. Et un grand champion s'est engagé pour nous soutenir, qui était Antoine Griezmann, qui s'est engagé sur la question de la lutte contre l'homophobie dans le sport. C'est très courageux de sa part, puisque Antoine Griezmann est un hétérosexuel, et on sait combien c'est compliqué dans le milieu du football, la question de l'homosexualité. C'est un énorme tabou, et qu'un grand champion qui a des enfants, qui est marié, voilà, qui est un des plus grands champions avec tout. On sait les conséquences des contrats publicitaires, des marques qui se payent son image et ses services, accepte de mettre une partie de sa notoriété au service de cause, d'une cause comme celle-ci qui est encore tabou pour beaucoup dans le milieu du football, montre combien il est important que les grands champions puissent s'engager. Et j'avais été vraiment extrêmement impressionné par je dirais pas le courage, mais en tout cas la responsabilité de ce champion sur une cause et sur cette lutte contre cette discrimination. Je voudrais surtout m'adresser à la jeunesse et leur dire que le monde qui s'ouvre à eux, même s'il leur apparaît incertain, difficile, il y a cette guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, il y a ces difficultés que nous rencontrons actuellement en France, notamment dues aux restrictions qui sont la conséquence de la guerre. Je voudrais leur dire d'être confiants. Je voudrais leur dire que l'avenir leur appartient, qu'il leur appartient de bâtir un monde différent. Ils ont le pouvoir de le faire. Pour cela, il faut qu'ils s'engagent, il faut qu'ils travaillent pour, et il ne faut pas qu'ils se laissent quelque part berner ou aller dans la facilité de la société de consommation, mais qu'ils utilisent leur énergie, leur temps à vouloir changer le monde. Cette jeunesse va avoir à Paris, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, l'occasion unique de vivre un événement exceptionnel
qui sera un souvenir pour toute cette génération, notamment qui a dans la vingtaine aujourd'hui, qui représente la génération Paris 2024. Et je les invite vraiment à prendre conscience de la responsabilité qui est leur sur les grands enjeux de demain, parce que c'est leur monde dans lequel ils vont vivre. Et s'ils veulent le changer, il faut qu'ils s'engagent. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se réinvestissent aussi le champ politique, il faut qu'ils retournent aux urnes voter, il faut qu'ils prennent leur destin en main.